Bonjour à tous. Alors désolé pour le petit retard, petit souci technique. On va essayer de pas troller Windows. Mince, je viens de le faire. Euh, Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Hubert Sablonnière, je suis développeur web. Il y a quelques mois j'ai rejoint une petite boîte aux États-Unis qui s'appelle Open Devise. En gros on travaille sur des outils open source pour aider nos clients sur leurs problématiques de contenu, donc documentation, formation, présentation dans les conférences. Et on essaye de vraiment considérer la documentation comme du code, d'aller outiller ça avec du build, du déploiement, du versionning, et de pousser un peu toutes ces pratiques de codeur chez les rédacteurs. Alors moi j'habite toujours à Lille, je travaille à distance. Alors quand j'ai discuté avec des Bordelais, ils m'ont dit « Oh, t'habites à Lille, il fait hyper moche et tout, tu vas voir Bordeaux, c'est autre chose. » Donc moi hier j'ai pris le train. À Lille il faisait super beau, une vraie gare. Après je suis arrivé dans une gare construite en échafaudage. À la fin, vous m'expliquerez, mais... Et puis ce matin, je sais pas si c'était moi, mais bon, voilà quoi. Bref. Non, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon premier ordinateur. Bon, ok, c'était pas mon ordinateur, c'était l'ordinateur de toute la famille. On l'a eu pour Noël 94, donc un compact Presario 33 MHz de processeur. C'était une bête de course à l'époque. Alors quand mon père l'a ramené à la maison, on était tout fous. Avec ma sœur, on a tout de suite cherché où étaient les jeux. Mais on s'est vite lassé du démineur et du solitaire, comme tout le monde. Et c'est à peu près à ce moment-là que nos cousins nous ont fait découvrir les jeux MS-DOS. Waouh, truc de dingue. Moi, dès que j'allais chez un pote qui me montrait un jeu, je lui demandais direct ouais, ça rentre sur une disquette et tout. Bon, du coup, ça fait un peu flipper vu qu'on voit qu'en 2016, la page d'accueil d'Amazon fait 4 disquettes, mais bon, c'est pas grave. Moi, un de mes jeux préférés, c'était les Lemmings. Il y en a qui ont déjà joué aux Lemmings? Ouais. Enfin, je suis allé avec ce t-shirt en vacances avec des amis. Ils m'ont fait, c'est quoi ces trucs? Ok, laisse tomber. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les Lemmings, c'est des petits bonhommes très très cons qui sortent d'une trappe et il faut les aider à creuser, piocher, faire des escaliers pour arriver dans la sortie. Alors le but forcément c'est qu'ils ne meurent pas, parce que s'il y a de l'eau ils foncent dedans. Donc il faut sauver les lemmings en fait. Et ce qui était pas mal dans le jeu et ce qui est assez pratique, c'est qu'à la fin d'un niveau, le jeu nous donnait un code, un mot de passe on va dire. Et du coup il nous disait si tu veux retourner au level 17, bah, t'es pas obligé de te retaper les 17 niveaux le lendemain. Parce que oui, à un moment, on te dit « Hubert, tu descends pour manger ». Et donc, bah, tu ressaisis le code et tu retournes au bon endroit. Donc ça, c'était quand même vachement cool. Pendant ce temps-là, chez Netscape, Lou Montulli invente, pour notre plus grand plaisir, la balise Blink. Bon, Lou, il a aussi eu de très bonnes idées. C'est en fait, on est en juin 94, il bosse chez Netscape et pour un client, il développe une solution de panier virtuel pour du e-commerce. Alors à l'époque, e-commerce en 94, vu qu'on n'avait pas d'état dans le navigateur, ça résumait à peu près l'expérience d'achat. Un distributeur de canettes, c'est un achat à la fois. Et du coup, Lou propose d'appliquer le concept de Magic Cookies qui existait déjà dans l'informatique sur le web. Et c'est ainsi que les cookies HTTP voient le jour. Alors il travaille sur une spec avec John Gianandrea. Et le support arrive assez rapidement dans Netscape. Le premier usage officiel, c'était de voir est-ce que les gens sont déjà venus sur netscape.com. On a vu que l'usage des cookies a vite dérapé assez vite. Le fonctionnement, il n'a pas beaucoup changé depuis les débuts. Je vous propose un petit rappel. Alors, quand un utilisateur se connecte sur un site avec son navigateur, il saisit son login mot de passe, il valide le formulaire de login, okay. Le navigateur envoie une requête post côté serveur, le serveur demande à la base de données si l'utilisateur existe, okay. La base de données répond, bah oui, John il existe, voici le mot de passe haché et salé, tout ce qui va bien. Le serveur, il fait sa petite moulinette sécurisée, alors vous prenez le dernier truc le plus sécurisé, bcrypt, scrypt, pbkdf2, tous ces trucs-là. Vous validez le mot de passe, ok. Et si tout va bien,
le serveur peut enfin envoyer la réponse. Et c'est là que le navigateur va enregistrer ce couple clé-valeur, ce cookie, name égale John, pour les prochaines visites. Et en fait, le fonctionnement de base d'un navigateur, c'est que dès que vous naviguez sur une page, le navigateur, il prend tous les cookies pour ce domaine et il les envoie au serveur. Du coup, il envoie name égale John et ça va permettre au serveur de se resservir de ces données-là pour se souvenir qu'il s'agit de John et lui envoyer une page un peu contextualisée. Alors, moi, ça me rappelle étrangement le système des Lemmings. En fait, du haut de mes 8 ans, c'est moi qui faisais le navigateur. J'avais mon framework maison, le bloc-notes, et en fait, je notais tout, et pour revenir où j'en étais, j'avais juste à utiliser les codes. Et le truc, en fait, avec le code des Lemmings, c'est qu'on ne pouvait pas vraiment deviner le niveau suivant. Puis à l'époque, moi, j'avais pas Internet, donc on n'avait pas les cheatcodes.com et compagnie. Donc on ne pouvait pas le deviner, ça serait trop facile. Et là, finalement, moi, je peux me faire passer pour Paul alors que je suis John, juste en changeant le cookie. Donc ce qu'il faudrait finalement, c'est que le serveur ait un moyen de faire confiance aux informations qu'envoie le navigateur. Et c'est une des raisons, pas la seule, pour laquelle on a introduit le concept d'identifiant de session. Donc en gros, si je reprends la situation précédente, le serveur va générer un identifiant bien aléatoire, un peu comme le code des Lemmings, là on va prendre 42 pour l'exemple, et il va l'associer dans un cache mémoire aux informations qu'il a sur John. Et du coup, au lieu d'envoyer le nom de la personne connectée, le serveur va bien envoyer cet identifiant. Donc là, fonctionnement classique des cookies, dès qu'on navigue, l'identifiant est envoyé, et le serveur, en faisant un aller-retour vers sa forme de stockage, qui est en l'occurrence là un cache mémoire, mais ça peut être une base de données, il sait faire correspondre 42 à « c'est John », ok, bienvenue John. C'est l'heure de la pub. C'est pas des conneries, hein, c'est vrai en plus. Alors il y a plusieurs inconvénients à utiliser des identifiants de session. Si votre site a du succès, un seul serveur suffira pas. Il va risquer de tomber, donc pas de souci. Je te mets une architecture avec un, comment on dit en français, un répartiteur de charge. Je mets 2 serveurs, merci, au revoir. Bon, après je dis 2, mais on peut imaginer que vous ayez vraiment beaucoup de succès. Toutes les instances que vous voyez là, c'est exactement les mêmes. C'est le même serveur que j'ai répliqué via du provisioning, des VM, des containers. Pareil, hein, vous prenez le truc à la mode qui vous plaît, mais c'est exactement la même config. Du coup, ils ont tous le même cache mémoire. Enfin, ils ont tous un cache mémoire à eux, mais qui est configuré de la même manière. Et du coup, si j'arrive avec l'identifiant 42, le load balancer, il m'envoie par là, par exemple, ça tombe bien, c'est le serveur qui sait qui je suis, tant mieux. Par contre, s'il me redirige vers un nœud qui ne connaît pas du tout les informations dans son cache de la session 42, bah là, je suis mal barré. Alors, la solution naïve et facile, c'est de ne plus avoir de cache mémoire, ok, et à la place, on met un bon gros cache partagé as a service. Alors du coup, le cache partagé, bah, il connaît la session 42, il connaît la session 36, il connaît toutes les sessions, il n'y en a qu'un. Du coup, toutes les instances du cluster discutent avec lui. Vous voyez où je veux en venir? C'est génial, non? Donc là, on vient de créer un bon gros single point of failure. C'est pas grave, ça nous est tous arrivé. Parce que forcément, si le cache tombe, on est complètement cuit. Donc la solution, ce serait plutôt de laisser un cache mémoire partout et d'avoir de la réplication. Un cache distribué, même cache, hcache, ce que vous voulez. Du coup, on peut, peu importe le nœud qui est choisi par le load balancer, pour traiter une requête, chaque instance va être capable d'avoir toutes les infos. Et si une instance tombe, pas de souci, le load balancer gère, il redirige vers quelqu'un qui est vivant, entre guillemets. Le problème, c'est que côté dev, les techniques et outils, elles sont là, on utilise ça depuis des dizaines d'années,
Nous, ça marche sur notre poste, et puis après, on arrive, on a au niveau réseau, toutes les instances doivent se voir pour ça, il faut ouvrir pas mal de ports, ça discute dans tous les sens. Moi, j'ai vu des contextes chez qui on mettait ça en prod très facilement, et d'autres où c'était assez problématique. Je connais pas trop vos expériences, mais j'ai remarqué que parfois, c'était un goulot d'étranglement, quoi, au niveau décision. L'autre technique, c'est de donner un peu d'intelligence au load balancer en utilisant des sessions collantes, comme diraient les... Non, ils disent ça les Québécois? Je sais pas. Des sticky sessions. Donc en fait, quand une requête arrive, le load balancer lit le cookie, identifiant 36, c'est par ici. OK. Identifiant 42, c'est par là. Par contre, si un nœud tombe, une partie des sessions utilisateurs sont perdues. Par contre, le site est toujours disponible. La personne va juste devoir se reconnecter, mais elle va pouvoir se reconnecter. Donc on est un peu sur... On a des avantages, mais des inconvénients. Puis après, rien ne vous empêche de mettre des sticky sessions, un cache distribué, en mode... ouais, je vais y arriver. En mode ceinture bretelle. Vous allez pouvoir avoir le meilleur des deux mondes et essayer de combiner tous les avantages. C'est encore plus compliqué à mettre en place, plus long, plus cher, forcément. Après, c'est la sécurité, donc c'est important. Et finalement, le choix de l'architecture et la difficulté, il va vraiment dépendre de votre contexte, de votre stack, de vos équipes, de vos devs, de vos ops. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire, ce serait vachement plus simple si l'état de cette session, il était complètement géré côté client, en fait. Ce truc qui manque, c'est un moyen pour le serveur de faire confiance à l'information que lui envoie le navigateur pour qu'il ne puisse pas tricher, en fait. Quand le navigateur de John envoie un cookie qui dit « je suis John et je suis admin », comment on va pouvoir faire pour faire confiance à tout ça? Alors c'est là que l'IETF, donc l'Internet Engineering Task Force, nous propose la RFC 7519. Tout le monde l'a lu, n'est-ce pas? Les JSON Web Tokens. Alors, primo, ça n'a rien à voir avec GWT. Répétez après moi, c'est différent. Deuxièmement, je suis obligé de faire cette blague, merci le collègue, ça n'a rien à voir avec un certain tennisman français. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'un JWT? Si vous lisez les articles, vous regardez des talks, vous allez avoir pas mal de choses qui, moi, m'énervent. Alors, vous ferez une idée si c'est mon opinion, si j'ai raison, tort ou pas. Mais on voit beaucoup de choses, un peu en mode magazine People, cookie, JWT, lequel choisir? Vous voyez le genre? Et il faut rester hyper subtil sur les définitions. Moi, j'aime pas les abus de langage. Et ça se compare pas, en fait. Ça ne se compare surtout pas. Les cookies, c'est un moyen de transport, c'est un mécanisme de transport d'informations et d'avoir une automatisation que le navigateur envoie des informations. Le JWT, ce n'est pas ça. En fait, ce qu'il faut vraiment comparer, c'est des identifiants de session avec des JWT. Et il y a énormément de gens qui font l'abus de langage de confondre identifiant de session et cookie. On l'a bien vu, dans un cookie, je peux transporter autre chose qu'un identifiant de session et je peux transporter un identifiant de session dans un autre header que le mécanisme des cookies. Du coup, là où on peut comparer identifiant de session et JWT, c'est que souvent en anglais, un identifiant de session, on appelle ça un token, un jeton en français. Et en fait, le T de JWT, c'est bien token. Et en gros, il y a plusieurs formes de token. Il y a par référence et par valeur. Donc les identifiants de session, c'est bien des tokens par référence. Alors moi, je dis que c'est un peu comme des cartes bleues. Si la personne qui a là me donne sa carte bleue, je ne sais pas s'il est riche ou s'il n'est pas très riche. Par contre, s'il me donne un billet de 500 €, là, je me dis, bon, ok, le mec... Et donc c'est là toute la différence, c'est qu'un token par valeur, je n'ai pas besoin d'un référent tiers pour savoir ce qu'il y a derrière. Carte bleue, si je ne suis pas une banque, je ne sais pas combien il y a derrière. Donc si je reprends mon exemple de tout à l'heure, mon serveur n'a plus besoin de cache mémoire,
Il n'a plus besoin de référents, de tiers pour savoir ce qu'il y a derrière cet identifiant opaque. Il a simplement besoin, donc une fois qu'il a fait l'aller-retour vers la base de données, il va générer un JWT qui dit, donc c'est un token, qui dit c'est John, et je vais calculer une signature à l'aide d'un secret partagé. Donc on écrit de l'information, c'est John, il s'appelle John Smith ou je sais pas quoi, et on le signe. Et après il ne reste plus qu'à l'envoyer au navigateur, par exemple avec un cookie. Donc on voit que c'est pas forcément opposable. Et du coup, à la prochaine visite, comme n'importe quel cookie, le navigateur le réenvoie au serveur. Et le serveur, du coup, il va pouvoir... Alors, il prend le truc, il fait « OK, alors je vais vérifier que c'est bien moi qui l'ai signé. » Un peu comme avec un billet, je vais vérifier qu'il vient bien de la Banque de France et pas de l'Epson, du mec du coin. Et après, il va lire les informations. Une fois qu'il peut faire confiance, il va lire les informations. Et puis après, forcément, il peut savoir que c'est John et répondre au navigateur. Alors, un JWT, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Donc moi, j'ai pas fait base 64 URL LV3. Du coup, je vous propose une petite explication plus claire. Un JWT est composé de 3 parties. Elles sont séparées par 2 points au milieu. La première, c'est le header. Ensuite, on a le payload, et enfin la signature. Le header et le payload sont encodés, j'ai bien dit encodés, en base 64 URL. Donc base 64 URL, c'est comme base 64, mais avec des petites différences pour être sûr que ce soit URL safe, qu'on puisse passer ce token-là dans une URL sans que ça pose problème. Alors j'ai bien dit encodé, ce n'est surtout pas chiffré. Donc ceux qui disent cryptage au lieu de dire chiffrement, déjà... c'est pas mes amis, mais ce n'est pas chiffré, c'est hyper important, c'est juste encodé. Donc si vous avez cette information-là, vous appliquez base 64 décode, n'importe qui récupère le token peut lire ce qu'il y a dedans. Après l'idée c'est d'essayer que personne ne le récupère à part ceux qui en ont besoin, mais c'est encore un autre problème. Donc tout le monde peut lire ce qu'il y a dedans, et en fait ça ressemble drôlement à du JSON tout ça. Donc, après avoir appliqué le base 64 URL decode, on va appliquer une fonction de parse JSON tout simplement. Alors là, on commence à avoir des choses intéressantes. Donc, il y a pas mal d'informations dans le fameux payload, et il y a notamment des claims, des prétentions, je ne sais pas si c'est la meilleure traduction, qui, dans ce payload, on retrouve des clés-valeurs, ce sont des choses que le token prétend. Donc des claims. Il y a des claims réservés avec des noms bien précis, et puis après vous pouvez avoir des claims privés et définir vous-même vos propres informations. Donc la première c'est l'issuer, donc c'est la personne qui a généré le token. Donc par exemple ici c'est mon back-end d'authentification. Encore une fois, la spec définit pas vraiment le format, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez au niveau des identifiants. Par contre, issuer, c'est bien pour celui qui a émis le token. Ensuite, on a le subject. Donc là, c'est bien la personne, l'identité qui est représentée par ce token. Par exemple, ici, moi. Le troisième, c'est l'audience. Donc ici, c'est la cible du token. Si vous commencez à faire un peu de single sign-on, de SSO avec des JWT, l'audience va être intéressante pour générer des tokens qui ne vont être utilisables que par l'API native, par l'application native et peut-être pas par le site web ou que par le site des clients internes, etc. Le troisième, c'est un des trucs les plus importants, c'est une date d'expiration. Donc en fait, dans le token, vous allez dire dans combien de temps il n'est plus valide. Un peu comme votre passeport, il est plus valide dans 10 ans. Et moi, je ne peux pas mettre 12 ans sur mon passeport ou changer la date. Là, c'est la même chose. Vu que tout ceci est signé, on ne peut pas modifier les informations qu'il y a à l'intérieur sans que quelqu'un s'en rende compte. Le troisième, c'est not before, c'est un peu le complément de l'expiration, vu qu'on peut dire qu'il ne sera pas valide avant telle date. Pour moi, les usages sont un peu plus... Enfin, s'il y en a d'ailleurs qui utilisent ce champ, n'hésitez pas à vous manifester pendant les questions. Moi, j'en ai pas eu besoin. Ensuite, on a le issue date qui parfois permet de savoir au-delà de la date d'expiration à quelle date a été généré le token.
Et enfin, donc dans les claims qui sont dans la spec, on a le JTI. Donc le JTI, c'est juste un identifiant qui doit être unique à toute la génération de tous vos tokens, de toute l'histoire de votre backend. Donc un UUID, c'est plutôt cool. Donc ça va permettre, plus tard, j'en reparlerai, d'identifier ce token-là par rapport à un autre. Alors là où ça devient sympa, c'est qu'on va pouvoir mettre ce qui nous intéresse, des choses plus proches de notre métier. Moi, je peux mettre mon name, on peut mettre un email, on peut mettre des permissions. Et du coup, comment le serveur va pouvoir faire confiance à ce truc-là? Alors le navigateur dit « je suis Hubert, j'ai les permissions editor et reviewer ». Mais souvenez-vous, en fait, pour faire confiance, on va servir, il y avait un header aussi, on va servir du header et de la signature. Dans le header, si je regarde, il y a un algorithme que je ne dise pas de bêtises, de fonction de hachage. Donc ici, hmac 256. OK. Et donc en fait, si je prends l'algorithme qui est spécifié dans le header et que je l'applique sur... Donc j'applique un hmac 256 sur le header encodé avec un point et le payload encodé. Si j'applique cette fonction avec un secret partagé, n'utilisez pas celui-là, avec un secret partagé qui est propre à moi, je vais pouvoir générer la signature. Je vais la générer quand je vais créer le token et je vais la générer quand j'ai besoin de vérifier les tokens. Donc là, si j'applique cette fonction, c'est cool, je retrouve bien exactement la signature qui m'est envoyée. Donc ça veut dire que là, ce qu'on m'envoie, c'est des informations que j'ai signées moi, que personne d'autre peut signer sauf s'il a le secret. Et donc, je peux faire confiance à ces informations-là. Et si le client, alors normalement, si le client essaye de faire le malin et dire bon bah moi, je suis, je sais pas, Batman, et je suis un admin et un root, comme vous pouvez le voir, il y a la signature que je vais recalculer face au nouveau payload qui m'a envoyé où il essaye de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Elle ne va plus correspondre. Moi, j'applique l'opération, je ne trouve pas la bonne signature, je ne fais pas confiance à cette information-là. OK? Du coup, on va commencer par les choses qui ne fâchent pas, les avantages. Premier avantage des JWT, c'est le load balancing finger in the nose, quoi. C'est presque trop facile. On met un load balancer et sur chaque serveur, bah, il faut juste une petite librairie qui sait faire du hmac ou une autre forme de hachage et qui sait décoder du JSON et du base64. Je pense que là, on n'est pas sur quelque chose de trop compliqué. Et donc, chaque serveur de mon cluster a juste besoin de savoir faire ça. Il n'a pas besoin de savoir combien il y a de personnes dans le cluster, qui sont les autres. Ils sont vraiment tous tranquilles. Pour y en avoir des milliers, ce n'est pas le problème. Par contre, si vous notez, ils ont tous la même clé partagée. On reviendra dessus. Le deuxième avantage, ça c'est pour les hipsters, si vous avez des stacks avec 17 000 langages un peu partout, tout votre système d'information va pouvoir discuter avec ce standard. Il y a des librairies dans tous les langages, et encore une fois, on reste vraiment sur quelque chose d'assez simple à implémenter. Faites attention quand vous choisissez une librairie, il y a 2 ans, il y en a certaines qui avaient des failles, il y a eu des articles, des reviews de sécurité. Là, la plupart, même quasiment toutes sur tous les langages sont plutôt robustes, mais ça reste de la sécurité, documentez-vous bien avant de l'utiliser. Mais du coup, je peux très bien avoir un serveur d'attente qui génère des tokens qui sont consommés par des applications Android en Java, des applications iOS, un site en PHP, etc. Le troisième avantage, là c'est encore plus hipster, c'est pour les architectures, on va dire microservices ou même juste une architecture orientée service, qui soit micro ou pas. À partir du moment où j'ai par exemple un load balancer avec 2 serveurs en haute dispo, eh bien si je commence à découper ces gros monolithes qui sont les mêmes, hein, ils sont répliqués,
et a commencé à créer différents services. Alors un qui gère la recherche, l'autre le tunnel d'achat, l'autre je ne sais quoi. On va commencer à créer pas mal de services partout dans le SI. Et du coup, une requête qui arrive depuis un navigateur, qui arrive sur le premier applicatif, qui lui a besoin d'appeler un autre service avec une API, mais il a juste à lui passer le token. Il n'a pas besoin de faire des allers-retours dans tous les sens, d'aller demander à un cache mémoire ou une base de données c'est qui ce mec, est-ce qu'on lui fait confiance. Vous transportez une espèce de passeport numérique qui est vraiment signé, et tout le monde peut lui faire confiance. Donc là, vous êtes tranquille. Et donc, grâce au JSON Web Token, l'ensemble des microservices de mon architecture sont autonomes et on évite ce genre de choses. Clairement, c'est un gros troll, mais c'est vrai. Il y a énormément de gens qui me disent « Ah, je fais des microservices ». Ils sont tous branchés sur un MongoDB. Ok, super. Alors, depuis le début, moi, ça me gratte un peu. On partage un secret partout dans le SI. Donc tout le monde sait, quand on partage un secret, c'est plus un secret ou un truc dans le genre. Tant que je réplique le même service, donc si je suis sur une autre dispo de 2 à Z serveurs, j'ai de l'outillage qui réplique exactement le même serveur. Le secret partagé est propre à ce serveur-là. Bon, on pourrait discuter, mais ça me choque moins que d'avoir des serveurs qui ont des fonctionnalités complètement différentes, celui qui fait la recherche, celui qui fait le tunnel d'achat. Si eux commencent à se partager le secret, là ça devient le bordel. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en fait il y a plusieurs manières, il y a 2 manières de signer un JSON Web Token. La première, c'est via une signature symétrique avec un secret partagé, c'est ce qu'on a vu. Donc ce secret il sert à signer le token et à le vérifier. Par contre, on a tous les bienfaits de l'architecture de clés asymétriques et on va pouvoir faire la même chose avec des clés privées et des clés publiques. Et donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on essaye d'isoler à un seul endroit du SI l'autorité qui signe les tokens avec la clé privée. Il n'y a que lui qui l'a. Et après, partout dans le reste du SI, tout le monde a la clé publique, elle est publique, et tout le monde peut vérifier que cette information est correcte. Donc tout le monde peut faire confiance au token. Et ça, c'est génial, c'est que du coup, vous n'avez plus du tout besoin, entre vos différents back-end API, serveurs, d'avoir une forme de stockage. Vous avez juste à faire confiance ou pas, suivant si la signature est bonne, à la requête qui vous est envoyée. Donc pour ça, ça nécessite dans le header, un algorithme différent. Ici, on est sur du RSA 256, je crois. Et finalement, comme je le disais, dans tout votre SI, vous avez une seule clé privée, la rouge, ici, qui fait le référentiel de vos identités. Et sur tout le reste de votre SI, vous avez des clés vertes, des clés publiques. Alors, on trouve aussi des articles JWT, OAuth 2, que choisir. C'est pareil, c'est pas aussi simple. OAuth 2, on échange des tokens. On échange des tokens qui sont complètement opaques, par référence, le plus souvent. Mais on trouve des implémentations de serveurs OAuth qui échangent des tokens par valeur. Et donc finalement, ils n'ont plus besoin de forme de stockage, ça devient plus un serveur qui vient tamponner et qui après discute avec le protocole OAuth. Mais donc on peut bien se retrouver à vérifier des access tokens et des refresh tokens sans avoir d'état ou de forme de stockage supplémentaire. C'est un sujet à part entière, l'OAuth 2, désolé de ne pas pouvoir entrer plus dans les détails. Mais pareil pour l'ID Connect, l'OpenID Connect, pour ceux qui connaissent aussi. En fait, l'identifiant, le token ID qui vous est envoyé quand vous utilisez OpenID Connect, c'est un JWT. Il contient les informations sur la personne qui est connectée et il est signé avec ce standard-là. Donc on voit que cette spec commence à être utilisée dans d'autres protocoles qu'on a déjà l'habitude de connaître, d'implémenter potentiellement. Alors là, on va parler des choses qui fâchent. Ça a l'air trop beau pour être vrai quand même. Alors quels sont les inconvénients ?
Le premier, le principal et le plus gros défaut des JWT, c'est que vous ne pouvez pas révoquer un token. Et en fait, je vais reprendre un dernier parallèle avec les passeports. J'ai émis le passeport de Uber, par exemple. Il est valide jusqu'en 2020. Ok, je l'ai signé, je lui donne. Quel moyen j'ai de dire que ce passeport n'existe plus, n'est plus valide? Soit je dis à toute la France entière que les passeports français maintenant c'est ça, et du coup le mien notamment et tous les autres sont invalides. Soit j'ai une forme de stockage de... Alors je ne vais pas parler de fichier S, mais de je sais pas quoi, et moi je serais dedans et j'aurais plus le droit de prendre l'avion, je sais pas quoi. Et donc, en fait, la révocation, si on veut en faire, la seule solution c'est ça, c'est d'avoir une espèce de blacklist. Un peu comme avant, on avait une whitelist de tous les ID qui ont le droit de se connecter et qu'on a généré, le système d'identifiant de session classique. Ici, si on veut de la révocation, on va inverser les choses et on va avoir une base de données qui contient les ID des tokens qui, pour l'instant, ne sont plus valides. Alors l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup moins de tokens à stocker. On a juste besoin de les stocker jusqu'à la date d'expiration. Par contre, quand vous fonctionnez avec une blacklist, ça veut dire que par défaut, vous autorisez tout le monde sauf cela. Niveau sécu, c'est pas top, c'est mieux de faire confiance à personne et d'avoir une whitelist. Et puis surtout, vous avez remis un single point of failure dans votre SI. Donc en fait, il n'y a pas de magie avec ça, ça va être encore une fois des compromis en fonction du contexte. Moi, ce que je vois, pas de plus en plus, mais je l'ai vu chez un client et sur une présentation sur le web, chez 2 clients même, c'est d'avoir une espèce de... Je cherche le nom de gateway, de passerelle d'API au niveau de la frontière entre Internet et le SI. Donc tout ce qui est sur Internet, on est avec des identifiants opaques, donc des session ID comme on fait depuis très longtemps. Et une fois que ça passe cette fameuse gateway, il faudra avoir un load balancer avec un cache partagé, etc. Une fois qu'on a passé, on transforme ça et on signe un JWT avec ce qu'il y a dans la session. Et du coup, dans tout le reste du SI, on se fait confiance avec des tokens. C'est une approche que je trouve assez intéressante. Elle résout finalement pas certains problèmes que j'ai évoqués avec la mise en place d'un cache partagé, etc. Par contre, pour discuter au sein d'un SI, que ce soit microservice ou pas, même en SOA tout simple, ça devient vraiment intéressant comme pattern. Alors si vous voulez utiliser ça avec des single page applications, s'il vous plaît, et donc je l'ai redit 14 fois, mais un JWT ne doit pas être opposé à un cookie. Et justement, ce qui devient intéressant, c'est que si vous avez une single page application, alors il y a quelle heure là, ça a peut-être déjà changé, celui qui est à la mode, mais entre Angular 2, React et compagnie, Ember, machin, c'est pas le problème. Si vous avez ce genre de framework et vous discutez avec un backend API, il y a 2 attaques dont il faut se prémunir à tout prix. C'est le cross-site scripting et le cross-request, le CSRF, CSRF. Alors, qu'est-ce que c'est une attaque XSS? Une attaque XSS, c'est en gros quand vous essayez de faire ça. Ça ne marche pas. Vous injectez d'une quelconque manière un contenu utilisateur sur un forum ou autre qui va exécuter du JavaScript sur le site foobar.com et le script va être de prendre les cookies et de les envoyer vers chez vous. Donc si vous avez les cookies du mec, vous pouvez vous connecter à sa place. Quand on est bien outillé, qu'on ne refait pas tout soi-même, normalement on a pas mal de choses pour éviter le cross-site scripting. Par contre, n'oubliez pas, on a tous des scripts partenaires sur nos pages, on charge tous du JavaScript, on sait d'où il vient, mais on ne sait pas trop. Il y en a qui utilisent Tag Commander? Non? Vous ne connaissez pas trop? Ouais. Moi, je ne fais pas trop confiance à ces trucs-là. Il y a des scripts de partout. Ils ont tout à fait la possibilité d'exécuter ce qu'ils veulent sur vos pages. Et notamment de récupérer les cookies.
ou pas, on va voir. Et puis enfin, dès que vous n'êtes pas du tout en HTTPS, alors là c'est la fête, n'importe qui injecte des scripts, peut piquer les cookies et les envoyer. Donc c'est là qu'il faut faire très attention, c'est qu'il y a deux paramètres de cookies à bien mettre quand vous utilisez des JWT et n'importe quoi d'ailleurs. Si vous voulez que aucun script injecté, aucun script partenaire, quoi que ce soit, puisse prendre les cookies et les envoyer ailleurs, vous rajoutez un header HTTP only. Donc ça veut dire valise diplomatique. Je te donne un cookie au navigateur, mais tu n'as pas le droit de voir ce qu'il y a dedans. En tout cas, la page web ne peut pas voir ce qu'il y a dedans. Par contre, automatiquement, elle l'envoie au serveur à chaque fois qu'elle discute avec. Et puis forcément, Secure, ça vient imposer que le cookie ne sera envoyé que si vous discutez en HTTPS. Donc si votre visiteur il va sur votre site.com en tapant HTTP sans mettre le S, les cookies ne seront pas envoyés. Et ça, en fait, c'est hyper important. Il y a quelques bons articles, et moi, c'est comme ça que je l'ai appris, mais qui rappellent ce principe. C'est que sur une single page application, c'est la seule manière de stocker correctement les cookies, les JWT. Si vous les stockez dans le local storage, quoi qu'il arrive, n'importe quelle page pourra, n'importe quel script injecté, n'importe quel truc pourra le lire et l'envoyer. Si vous êtes en cookie HTTP only, vous êtes tranquille. Vous n'êtes pas tout le temps obligé de déplacer et de transporter les JWT dans des cookies. Si vous discutez entre deux serveurs, il n'y a pas de raison de pouvoir juste les transporter dans un header authorization. Là, ça va énormément dépendre des librairies que vous avez. Parfois, c'est plus facile de lire un header que de parser la valeur d'un cookie. C'est toujours un peu plus chiant. Par contre, une fois que vous avez fait ça, donc une fois que vous avez des JWT qui sont protégés dans des cookies HTTP only, il vous reste les attaques CSRF, CSRF, ce que vous voulez. Donc, une attaque CSRF, comment ça marche? Je vais reprendre l'exemple de Twitter. Si j'arrive sur le site malicieux.com à mettre un formulaire qui vient poster vers Twitter, qui vient poster un tweet malicieux, si j'arrive à faire cliquer la personne, alors c'est pas compliqué, hein, vous écrivez gagner votre vie sans travailler et les gens cliquent dessus. Si vous arrivez à faire cliquer sur la personne et que Twitter ne s'est pas prémuni des attaques CSRF, comme c'est une requête qui est faite vers twitter.com, qu'est-ce qu'il fait le navigateur? Il prend les cookies de twitter.com et il les envoie. Et si vous êtes déjà connecté, que l'onglet soit fermé ou ouvert, ça part quand même. Ok? Donc pour ça, ce qu'on fait souvent, et ce que fait Twitter, ça ne marche pas, c'est qu'ils ont un synchronizer token, un synchronizer ID, on va dire. Et donc en fait, ici, ils ont un champ caché dans leur formulaire de poste de cookie qui s'appelle Authenticity Token, qui est généré à la volée quand vous êtes connecté. Alors ça dépend, je crois que Twitter c'est à la connexion. Quand vous êtes connecté, eux de leur côté, ils disent John, son identifiant Authenticity ID c'est 37, et s'il me crée des tweets, il faut qu'il m'envoie 37 en plus de ses cookies, et moi je vais aller voir si c'est bon. Et là où on est tranquille, c'est qu'il y a des attaques qui pourront lire ce qu'il y a dans la page web et lire cet input, mais elles ne pourront pas lire les cookies. Et les pages tierces, elles pourront envoyer automatiquement les cookies sans les lire, mais elles ne pourront pas avoir ce fameux identifiant. Du coup, si on regarde en détail, le navigateur, il envoie la session 42, ok. Le serveur de Twitter, il dit, alors attends, moi je te file un formulaire avec cet identifiant-là, et quand je crée un tweet, on envoie le cookie automatiquement, et le fameux identifiant 36, il est envoyé dans le formulaire d'envoi. Et donc là, le serveur, il vient vérifier dans sa mémoire, 42 c'est qui? Ah ok, c'est bon, je vais créer le tweet. Ok. Alors... Ouais. Ce qui devient intéressant avec les JWT et un peu plus compliqué à faire, c'est que
c'est qu'on n'a pas de session côté serveur. Donc ce fameux identifiant qu'on va utiliser dans un poste de formulaire, on n'a plus de session côté serveur pour le valider. Et bien en fait, on va pouvoir le mettre dans le JWT aussi. Donc on va pouvoir dire, tu te logs avec ton navigateur sur le serveur, tu mets login password, ok. Moi, je vais écrire un JWT qui contient John, tes droits, etc. Et je vais te générer un identifiant que je vais mettre dans le payload. 36. Je vais le signer. Je te l'envoie. Et puis, je t'envoie les cookies que tu ne pourras pas lire en JavaScript parce que c'est des cookies HTTP only. Et je t'envoie le fameux identifiant 36 dans un header que tu pourras lire avec Angular, avec ce que tu veux. Et donc, maintenant, ça, tu as le droit de le stocker dans le local storage. Et quand tu en as besoin pour faire une requête Ajax, les cookies sont envoyés automatiquement via le mécanisme du navigateur. Et le fameux 36, vous l'envoyez avec un intercepteur de requête Ajax ou autre. Et donc c'est enfin côté serveur qu'on va vérifier que c'est bien la bonne personne qui discute. Ce fameux identifiant 36, si vous êtes sur un site tiers, vous n'allez pas l'avoir et pas pouvoir le forger. Ça, c'est à revoir chez soi après je ne sais pas combien de paracétamol. Ça met vraiment un peu de temps avant de se familiariser avec. L'idée, c'est juste de vous dire que ce pattern pour empêcher les attaques CSRF, il existe aussi avec du JWT. Alors finalement, on a un usage, on a une technologie qui nous permet de signer des informations. On va pouvoir faire pas mal de choses avec. Donc moi, il y a quelques usages que j'ai testés sur le projet sur lequel on l'a implémenté. On avait un formulaire en plusieurs parties. Au lieu de stocker les différentes étapes du formulaire, côté serveur, d'avoir une session qui stockait ça, on a envoyé ça dans un JWT. Donc finalement, à l'envoi de la deuxième page de formulaire, le navigateur envoie automatiquement via les cookies le JWT qui lui-même contient les réponses de la première page du formulaire. Quand j'ai donné cette conf, il y a un mec qui m'a dit « Ouais, mais nous, on a 17 pages et 80 champs par truc. Voilà, le problème, il est peut-être pas au niveau du... » Enfin, vous avez compris, quoi. Mais oui, potentiellement, ça peut devenir très gros. On s'en a aussi servi sur un email de confirmation. Comme c'est URL safe, on peut le passer dans l'URL. Quand vous faites « J'ai perdu mon mot de passe », vous recevez un lien par mail, vous cliquez dessus, il y a un identifiant dans l'URL. Cet identifiant, vous avez besoin de l'avoir mis en base de données avant. De la même manière, au lieu d'envoyer un identifiant qui est stocké et qui est opaque, vous allez pouvoir envoyer un JWT que seul vous avez signé et auquel vous pouvez faire confiance. Alors, je sais que la fin pique un peu, mais vraiment, je vous conseille de revoir la vidéo après si vous voulez le mettre en pratique. J'espère que vous avez une meilleure idée de ce que sont les JWT, les JSON Web Tokens, de comment ils fonctionnent, dans quel contexte ils vont être utiles. Ça va énormément dépendre de ce que vous faites. De manière générale, je vais citer deux amis ch'tis. Vous gagnerez toujours en simplicité avec des architectures stateless. Sauvez les lemmings, merci beaucoup. On a du temps pour des questions. Alors, il y a pas mal de choses, moi, quand j'ai mis en place les JWT, qui m'ont servi, c'est notamment, alors je leur fais un peu de pub, mais le site de StormPass et le site de Hot0, le site de l'OWASP, bien entendu, et le site JWT.io qui a un petit module pour jouer qui est pas mal. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Ouais. Alors, en fait, ta question, c'est
Pardon. Ici, j'ai une seule clé privée en rouge. La clé publique verte, c'est la même partout et qui correspond à uniquement cette clé privée en rouge. Tu veux dire le... Oui, alors là, oui. Et la question, c'est comment tu le... Comment tu l'équilibres avec un répartiteur de charge. Et c'est pour ça que je te parlais de 2 clients chez qui j'ai vu celui qui fait les tampons et qui fait la gateway entre Internet et le SI. Il est configuré de manière à gérer un peu de charge. Après, une fois qu'il a vu passer un token, il n'a plus forcément besoin de calculer pour vérifier. On peut mettre des caches aussi à ce moment-là. Mais c'est là que ça devient intéressant, c'est de dire il n'y a que lui qui encaisse et sur le reste de mon SI, personne ne va le solliciter lui entre eux et on va pouvoir dialoguer de manière un peu plus simple, quoi. Mais oui, de toute façon, c'est pas magique. Ouais, c'est ça qui est dommage. Pas d'autres questions? Oui. Ah. Alors, en fait, tu vas être limité par tout ce qui est... Si tu le transportes par des cookies, tu vas être limité par les tailles des navigateurs et des serveurs ou de leur configuration. Et pareil, j'ai déjà eu une question sur « Ouais, mais moi je stocke tout ça dans ma session. » Et ce que j'aime bien, c'est que ça te pousse à avoir des sessions un peu plus légères et à essayer de faire le ménage dans ce dont tu as vraiment besoin. Par contre, oui, tout le monde répète, il faut des allers-retours serveurs, il en faut moins, et il faut limiter ce qu'on met dedans. Donc oui, c'est beaucoup plus gros qu'un identifiant de session opaque. Si tu te souviens, le gros truc, je stockais un JSON qui n'est pas énorme, et ça commence déjà à faire un peu de poids. Après, ça peut être à toi de configurer tes cookies pour uniquement un certain pass, et être sûr qu'ils ne sont pas envoyés pour récupérer des images, pour récupérer des CSS, etc. D'autres questions? Oui. Alors, c'est une excellente question qui est très difficile à... c'est très difficile de répondre. Non, c'est vrai. Alors, je vais te faire une réponse d'informaticien, ça dépend. Ça dépend énormément de l'usage. Tu as des gens qui essayent de... Mais tu vas pas pouvoir faire ça avec un navigateur, mais avec des applications natives, tu as des gens qui essayent de répéter le système d'access token et de refresh token de Hot, et de dire mon access token c'est un JWT, mais il est valide 30 minutes peut-être, et puis toutes les 30 minutes je refais un appel en base pour aller vérifier que John est toujours vivant, qu'il est toujours admin, etc. Tu as des gens qui vont vers une approche beaucoup plus simple. Ça va énormément dépendre de si tu es une banque ou si tu gères le bowling du quartier. Je sais que ça t'aide pas des masses, mais j'ai entendu plusieurs fois qu'au-delà de 24 heures, c'était une très mauvaise idée, surtout si tu n'as pas de révocation, si tu n'as pas de... nous, on l'a mis en place sur un site donc, de santé, on va dire. Enfin, c'est de santé pour les animaux, mais c'est de la santé. Et on a eu de la chance, c'est que le client nous a dit on veut que ce soit valable pendant 1 heure après la connexion, sans renouvellement de genre 1 heure après la dernière action, c'est vraiment 1 heure après la première connexion. Nous on a dit ok, trop facile. Par contre, c'est vrai que si on te demande de mettre à jour ce genre de choses, moi j'ai fait un site pour pronostiquer sur la Coupe du Monde, si tu voulais, enfin l'Euro là, si tu voulais changer ton nom-prénom, et toujours voir bonjour Hub et puis bonjour Hubert sur la page web, je devais faire un aller-retour serveur, re-signer le token pour changer le payload. Et donc c'est aussi une forme de limite qui ne répond pas du tout à ta question. Mais ouais, c'est assez difficile de répondre là-dessus, quoi.
de confiance aveugle et ouais. Ça, c'est un pattern qui est de plus en plus présent, c'est clair. Mais ouais, je te conseille de lire un peu certains articles là-dessus, parce que ça va vraiment dépendre du cas d'application. Mais merci beaucoup.